Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu qui, dès l'arrivée, impose un autre tempo. La route, la forêt, le silence, la neige ce jour-là, puis un feu qui crépite, un potager qui continue de vivre entre les mains des jardiniers et des cuisiniers. Bref, je vous emmène dans un petit monde, à Gambé, dans les Yvelines, en pleine vallée de Chevreuse, chez Cybèle Idelo. Et cette chef, ça fait un moment que j'espère la voir ici raconter son histoire, car elle est particulièrement originale et sa cuisine, je l'observe depuis des années se nourrir de ses convictions. Un restaurant, des chambres d'hôtes, un potager cultivé sur place et surtout, une manière d'écrire la cuisine singulière qui, vous le devinez, commence bien avant l'assiette. Dès les premiers mots, on comprend que ce lieu n'est pas né d'une stratégie mais d'une idée simple, trouver un endroit pour faire son potager. Et d'ailleurs, le reste vient ensuite. La maison, la rénovation, le restaurant, presque par ricochet. Mais pour comprendre ce geste-là, il faut bien sûr remonter beaucoup plus loin, là où tout commence vraiment. Au nord de San Francisco, où gastronomie rime souvent avec santé, où l'on a naturellement, culturellement, le recours aux produits frais, aux produits locaux, où chez Cybèle, on dresse alors des tables familiales comme des rituels. Une grand-mère attachée à ses codes, une mère voyageuse, curieuse, végétarienne avant l'heure, et un environnement où la cuisine n'est jamais dissociée du respect du vivant. Cybèle Idelo a donc grandi ainsi, sans penser devenir un jour chef, jusqu'à ce que presque naturellement, par plaisir de recevoir, de rassembler, de cuisiner pour les autres, puis par audace, d'y aller sans peur, même sans école, avec cette forme d'élan très américain finalement, qui consiste à dire « Eh ben je vais le faire ». De Saint-Barth au Hampton, du privé à la restauration, de New York à Boulogne-Billancourt, jusqu'à ce refuge en pleine nature, ce parcours raconte autre chose qu'un itinéraire professionnel. Il dit une cohérence intime, construite pas à pas, faite d'empathie, d'attention aux autres, aux produits, d'un besoin profond d'être au contact des gens et de la terre finalement. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, pardonnez pour ma voix, mais abonnez-vous si vous le voulez bien tout de même sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. Notez aussi ce podcast, ça prend 10 secondes et pour moi, c'est la seule manière de faire connaître mon travail et surtout celui de celles et ceux qui me font le plaisir de se raconter ici. Je vous invite donc à découvrir une histoire singulière où la cuisine se pense comme un prolongement de la vie, où la frontière entre la terre et la table s'est effacée. Une histoire d'évidence inspirante. L'histoire d'un projet fou aussi, on va pas se mentir, car il fallait de l'audace pour en arriver là. Voici l'histoire de Cybèle Idelo. Pour que les gens comprennent où on est, est-ce que vous pouvez, parce que nous, on a eu une arrivée fantastique, je sais pas si on pouvait faire mieux. De la neige sur la route, on arrive ici, il y a le potager derrière, ça travaille sous la neige, là il y a le feu de cheminée. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'endroit, où est-ce qu'on se trouve exactement? Nous sommes dans les Yvelines à Gambé, donc c'est à l'ouest de Paris, un peu plus loin que Versailles, en Haute-Vallée de Chevreuse. Donc c'est une forêt nationale, donc en pleine nature. Et nous avons notre demi-heure domaine et puis notre potager et le restaurant et les chambres d'hôtes en plein milieu de la nature. Voilà. On sent qu'on a mis le doigt et qu'on est arrivé dans un endroit, dans une sorte de petite bulle, une petite parenthèse. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on est là et on n'a pas vraiment envie de repartir. C'est un peu ça l'idée. Exactement. C'est un peu, à l'intérieur, c'est un peu comme à la maison. Ouais. Après, on peut se balader dans le parc pour trouver, découvrir notre univers sur du potager et toutes les cultures qu'on fait. Donc c'est vrai qu'on rentre ici et on rentre dans un univers, dans notre univers. Ouais. C'est très réussi parce que ça, c'est une proposition qu'on entend souvent de la part des chefs, dans l'hôtellerie et aussi dans la restauration, bien évidemment. C'est pas toujours réussi, mais là, pour le coup, ça produit cet effet immédiatement. Qu'est-ce que vous avez voulu traduire? Quelle était votre intention quand vous êtes installé ici? Parce qu'on va découvrir toute l'histoire et ce qui vous a amené jusqu'ici. Mais quand vous avez découvert cet endroit, qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez voulu y concrétiser? Je sais pas jusqu'à quel point j'aille en détail, mais c'était quoi l'idée? Entre autres, on cherchait un open terre pour faire un potager. D'accord. Donc tout part de l'idée d'un potager. C'était ça. C'était le restaurant, le domaine. C'était pas prévu des chambres d'hôtes. C'était en visitant cet endroit où on est tombé amoureux. Et ouais. On est rentré, même c'était un peu en ruine à l'intérieur, mais on est rentré et on a senti tout de suite bien. Ouais. Du coup, on avait le terrain
qu'il fallait, soit 1,5 hectare pour faire notre potager. Et en plus, on a pu rénover cette bâtisse de 1850. D'accord. Ah oui, donc on était parti pour chercher un potager et finalement on a créé tout un Oui, endroit, c'est un ça. restaurant. C'était en quelle année? On si a longtemps que ouvert, ça? on a acheté en 2018 et Ouais. on a ouvert en octobre 2019, Ah oui, d'accord. Ok. juste avant Covid. On va voir tout ce qui nous a Ouais. amené jusqu'ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remonte le fil, le vôtre en l'occurrence, et qu'on découvre votre histoire? Oui, bien sûr. Où est-ce que démarre votre histoire et quelles sont les premières images qui vous reviennent quand vous repensez à Euh, votre enfance? Bah, mon histoire, ça monte. J'ai grandi au nord de San Francisco, donc en pleine nature, et c'est vraiment le berceau de tout ce qui est farm to table, éco-responsable, proche petits producteurs tout autour. Ouais. J'avais mon propre potager quand j'étais gamine, donc j'ai vraiment agrandi dans cet univers où on avait le respect pour le produit. Je viens d'une famille aussi où ma grand-mère et ma mère sont des grandes cuisinières. Donc ça, c'était vraiment inné. Dès l'origine, il y a ces valeurs-là. Exactement. Là-bas, en tout cas, et on le sait, ou en tout cas pour ceux qui se sont rendus, où il y a eu beaucoup de reportages aussi, c'est vrai que la proximité, la localité, le côté locavore, dont en France Exactement. on parle depuis évidemment un petit moment déjà, mais là-bas, aux États-Unis, en tout cas sur cette partie de la côte ouest, c'est vraiment dans un ADN qui est plus lointain encore, quoi. Exactement. J'ai toujours connu ça. Au niveau de la cuisine professionnelle, la restauration, il y a Alice Waters, qui est vraiment la marraine Ouais. de ce mouvement. Donc j'ai grandi vraiment dans cet esprit et cet univers. Et avec une mère et une grand-mère qui, en plus, cuisinaient. Oui, exactement. Donc c'était c'était un peu mes destins. On trouvait quoi sur la table? Qu'est-ce qu'on mangeait? C'était quoi les menus, les saveurs, les goûts, les produits qui, comme ça, composent le début de votre histoire, ou en tout cas le cadre de votre enfance? Bah, ma grand-mère, c'était plus traditionnel, mais on allait chez elle tous les jeudis et c'était vraiment la table dressée avec la petite nappe qui va Ah ouais. bien, les serviettes en lin, les chandeliers, voilà, les bougies, vraiment tout ce qui était argenterie et tout ça. Donc D'accord, elle donc il y avait faisait. vraiment un rituel de C'est ça. table. C'est ça. Hyper bien. C'est ça. Donc c'était vraiment les petites hors d'œuvre au début. Et après, on avait entrée, plat, dessert. Ah oui, mais on y mangeait quoi? Du coup, c'était quoi les plats qui vous venaient? On Parce que mangeait. là, c'est un rituel qui est très français pour le coup. On a l'impression qu'il y a une Oui, empreinte. bah, c'était elle faisait un petit peu une cuisine entre cuisine américaine, anglaise et française. D'accord. À Donc, cause de ses origines, à cause des origines familiales ou pas du tout? je pense, ouais, non, c'est juste, c'est la cuisine. Elle avait un répertoire de cuisine qui était très vaste, D'accord. donc Ouais. on Elle avait cette mangeait. culture, quoi. Oui, c'est ça. Donc il y avait toujours des légumes sur le côté. Après, ça peut être poulet rôti, ça peut être roast beef, ça peut être. Ah, c'est marrant. Ouais, c'était très Et tout ça vaste. sur une table dressée avec Ouais, des c'est ça. chandeliers. C'est drôle. C'est ça. Donc Ok. oui, c'était un peu une cuisine bourgeoise, on va dire. Ouais. Si on compare un petit peu Bien sûr. avec ce qu'on retrouve en France, c'était un peu une cuisine bourgeoise. Et ça, pour le coup, ce rituel-là, tel que vous le décrivez, l'image qu'on en a en tout cas, ça devait pas être si courant là-bas sur la côte ouest des États-Unis, j'imagine. Ça, en revanche, ces plats-là, peut-être, cette empreinte Non, européenne un peu. bah, ma grand-mère, en fait, elle est déménagée pour être proche de chez nous, mais à l'origine, elle était de la côte est, hein. Donc D'accord. un peu plus traditionnel. Ouais, ouais. Californie, c'était un peu plus cool. Ouais, ouais. Plus C'est un exotique, peu c'était plus pas. baba cool, Ouais, ouais. voilà. Pas la même Elle empreinte. donc non, elle venait d'une famille assez traditionnelle avec des traditions. Donc vous aviez ces référents côté côte ouest, locavore, petit producteur, un peu organique parce que Oui, le tout à fait. rapport aux produits bio, il a été pareil, précurseur bien avant que nous en France ça devienne, c'est toujours pas une norme, mais en tout cas qu'on en parle autant. Et puis il y avait cette empreinte traditionnelle. Vous, en tant qu'enfant, vous évoluez dans quel environnement? C'est quoi vos habitudes, vos envies, vos hobbies quand vous grandissez? Bah, en fait, je peux parler un petit peu de la cuisine de ma mère aussi parce que c'est complètement différent Mhm. que la cuisine de ma grand-mère. Ma mère, elle a voyagé partout dans le monde. D'accord. Donc, on retrouvait différentes cuisines, mais surtout cuisine française. Donc, on peut retrouver soupe à l'oignon, j'ai adoré ça. Ah Et, ouais. et c'était plutôt, côté de ma mère, c'était plutôt végétarien.
jusqu'à un certain âge. Donc après, elle faisait aussi pas mal de cuisine italienne aussi. D'accord. Donc, C'est marrant. et ouais, et puis aussi, j'ai grandi où j'ai grandi, il y a beaucoup d'influences, beaucoup d'émirants, les Japonais, les Chinois, les Mexicains. Donc, j'ai aussi mangé beaucoup de différentes cuisines, mais vraiment bien faites, traditionnelles, de japonaises, etc. Donc, j'étais exposée à une multitude de cultures culinaires tant jeune. C'est une chance quand même ça pour Ouais. la construction d'un palais et tout, parce que ce que vous nous racontez, c'est que quand même ça cuisine bien. Il y a des valeurs de santé, d'attention aux produits en tout cas. Il y a des traditions, donc ça crée comme ça, j'imagine, une bibliothèque culturelle en termes de goût en tout cas, qui est pas anodine quoi, qui est plutôt une bonne clé quand on veut démarrer. Mais bon, je sais pas si l'idée c'était de faire la cuisine, apparemment pas tout de suite en Oui, tout pas cas. de suite. J'ai toujours fait, mais non, mais c'est vrai que toutes ces choses sont là, c'est ancré dans moi. Donc, ça fait une bonne base, un peu des racines assez profondes. Et très ouverte à la fois. Exactement. Parce qu'on se parle d'influence, on se parle de culture, on se parle de pays peut-être lointains, exotiques, mais on se parle aussi d'ouverture culturelle par rapport au végétarisme, par exemple, parce qu'on sent qu'il y avait une empreinte végétarienne, mais pas que. Les traditions du poulet rôti, du roast beef, c'est encore autre chose. Donc, ça crée comme ça un spectre assez large pour démarrer. Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là de ce que vous voudriez faire plus tard? On a compris que c'était pas forcément devenir chef ou cuisinière, pas dès le début. En tout cas, vous vous voyez comment grandir quand vous étiez plus petite? Vous espériez faire quoi ou rêviez de quoi? J'ai toujours pensé faire... j'ai fait mes études dans l'art. Donc, je voulais faire plutôt tout ce qui est architecte intérieur. Donc, j'étais partie pour ça. Et j'ai commencé à faire la cuisine. Et j'étais pris par cette passion. C'est vrai? Oui. Non, mais vos études, elles ont duré combien de temps? Vous êtes resté longtemps dans ce milieu avec cette perspective de travailler dans l'art? Je suis resté 4 ans quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Là-bas, toujours aux États-Unis? Toujours aux États-Unis. Et comment la cuisine? La cuisine, c'est quelque chose que vous pratiquiez avant, que vous faisiez chez vous ou avec votre mère et votre grand-mère? Vous étiez présente en cuisine aussi ou c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard? Oui, non, tout à fait. J'étais toujours présente et en plus, quand je recevais des gens plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, quand j'avais mon propre appartement, etc., je recevais toujours les mondes en mangeant. C'était Ah ouais. vraiment... c'était le plaisir, c'était de recevoir les personnes et puis de faire un bon repas et passer un moment ensemble. Vous étiez 7 personnes, parce que dans les groupes d'étudiants, dans C'est les groupes d'amis, il y en a ouais. toujours une qui a ce goût de la table et qui est celui en général qui réunit par ses dîners, parce que tous les étudiants ne font pas ça, tous les étudiants n'ont pas envie de cuisiner pour les copains, et voilà. Et vous étiez cette personne, vous réunissiez les gens autour de la table. Exactement. Donc, la soirée commençait toujours comme ça. Après, Oui. mais Et l'intention première était là, en tout cas, exactement. Il y avait ça. Il y avait aussi recevoir, faire les grands déjeuners dehors quand il faisait beau. Vraiment, c'était le plus grand plaisir. Même ma mère recevait nos amis à table le dimanche parce qu'on avait quand même la tradition de manger tous les dimanches chez ma mère. Donc il y avait la cuisine qui était toujours présente. On a compris qu'il y a ce petit fil qui se tisse finalement depuis l'enfance autour de la cuisine. Vous partez avec la perspective d'études, donc une perspective professionnelle tout autre. Comment la cuisine va prendre de plus en plus de place? À quel moment ça commence justement à pousser un petit peu la ligne? En fait, je suis partie des États-Unis pour aller en France, en fait. Mon compagnon, à l'époque, était français aussi. C'était pas le même d'aujourd'hui. Mais c'était déjà Donc, j'étais français. toujours attirée par la France. Il y avait un truc avec la France. Il y avait un truc avec la France. En plus, ma mère était mannequin en France dans les années 60. Donc, il y avait toujours cette connexion. Ah, il y avait quand même un petit spectre autour de la France et de la culture française au sens large, j'imagine, qui devait peut-être attirer. Exactement. La France était assez présente dans mon enfance. Déjà, mon prénom, ça vient d'un film français. Et puis, ma mère a choisi ce prénom parce qu'elle a vu le film quand elle habitait en France. Faut qu'on donne le titre de ce film. C'est Les dimanches à Ville de Vrai.
Un dimanche à Ville d'Avray. Ouais, oui, c'est ça. Tout le film, c'est autour de le nom de la petite fille, le prénom, donc qui est si belle. Voilà. C'était une évidence. C'était un destin qui était déjà presque écrit. C'est marrant quand même. Ce Exactement. prénom, il était, vous étiez prédestiné. Donc à un moment, est-ce que vous avez rencontré la France avant d'y aller à cet âge-là? Est-ce que vous y aviez, est-ce que votre maman vous y avait emmené? Oui, bah, je suis allée pour la première fois quand j'avais 16 ans et 2 étés de suite, en fait, on a fait un échange avec, une famille, qui avait des filles à le même âge que ma sœur et moi. Je suis retournée pour partir ensuite à Saint-Barth. D'accord. Avec un projet à Saint-Barth, c'était de cuisiner dans les villas de luxe, hein, car il y a mon oncle qui est architecte, qui a construit, dessiné des villas pour les clients à Saint-Barth. D'accord. Donc je me suis mis en relation avec ses clients, et c'est là où j'ai commencé à cuisiner, professionnellement, mais dans le secteur privé. D'accord. OK, comme chef privé, en fait. Exactement. Ouais, je comprends. Quand vous dites que, au bout de quelques années d'études, vous avez envie d'aller à Paris, vous y allez dans quelle idée justement? Parce que c'est là où vous allez aller directement à Saint-Barth? Ou pas du tout? Ouais, je suis retournée en Bretagne parce que c'est là où j'avais, rencontré, mon premier mari, Mmh. à l'âge de 18 ans. Ouais. Et Donc votre première, vous arrivez en France, quand vous arrivez des États-Unis, c'est pour aller donc en France et en Bretagne? en Bretagne, oui. Oui, oui, parce OK. que pour, rentrer, dans la famille de mon mari. Mmh. Et puis, ensuite, on est resté un peu en Bretagne, mais bon, on s'ennuyait un petit peu. Donc, Ça peut se comprendre, ça peut se ouais, comprendre. on cherchait un peu de soleil, un peu d'aventure, un peu de changement, voilà. Donc, on avait des connexions avec Saint-Barth, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aller à Saint-Barth. D'accord, donc la France a été une petite étape Oui, et après Saint-Barth et donc là, vous vous dites: «Je vais cuisiner et je vais assumer ce rôle», alors que professionnellement, vous n'aviez aucune expérience? exactement, exactement. Hyper impressionnant, non? C'est un peu de mentalité américaine, en fait, hein. J'y vais, je vais le faire. Ouais, exactement. On décide de faire quelque chose et voilà. Surtout à cet âge-là, j'avais peur de rien, donc c'était. Ouais. Je pense que la peur, ça vient un peu avec l'âge des fois, non, j'ai foncé, je vais faire ça, et ça s'est très bien marché. Et alors racontez-moi, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que OK, mentalité, on y va, on va le faire, feu, d'accord. Mais quand on se retrouve au premier jour au-dessus de sa planche à découper ou au-dessus de son fourneau, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous avez une impression? Est-ce que vous dites: «Tain, c'est ma place»? Est-ce que vous vous dites: «C'est vertigineux»? Est-ce que vous en sortez bien? Comment ça marche le tout premier temps où vous vous retrouvez finalement chef, Oui. alors que vous n'avez jamais été, Oh en oui, cuisine? bah, j'ai me senti tout de suite à l'aise dans le rôle. Donc, j'étais assez confiante de ce que je faisais, et puis, je savais que je pouvais apporter, quelque chose autre que ce qui était, offert là-bas à Qu'est-ce que l'époque. vous proposiez justement? C'était quoi votre idée? Ça a été quoi les premiers référents de cuisine? C'était quoi, l'univers qui vous inspirait à ce moment-là? Parce que vous partez de rien là, hein, sans aucune expérience, vous avez juste les références que vous avez vécues en famille finalement. Oui, bah, je vais dire, que c'était un peu le California cuisine, donc, c'est-à-dire, que c'était sur le produit, toujours, depuis toujours, c'était toujours sur le produit. Donc les Heu, produits là-bas, en l'occurrence, vous avez eu le réflexe de vous dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Barth oui, mais à et comment Saint-Barth, faire?» Ouais, c'était un peu contre tout ce que j'avais fait avant et tout ce que ouais. j'avais vécu Oui, parce avant que parce tout que vient d'ailleurs, tout vient de loin. exactement, exactement. Il y avait pas grand-chose, local, hein, Ouais. mais à part, le Le poisson, poisson? ouais, le poisson. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de poissons dans les menus. C'était des choses, assez, légères, healthy. En fait, quand on est là-bas, il fait chaud, donc, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'herbes, beaucoup de je sais pas, beaucoup de saveurs. Vous parlez d'empreinte californienne? Parce que c'est forcément ce qui vous définit, Oui. c'est lié, à votre histoire, à votre culture et à vos référents premiers. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture californienne d'un point de vue, gastronomique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'on a tous des représentations, des images. Vous, c'est quoi la traduction que vous feriez de cette cuisine ou en tout cas de cet endroit-là de la cuisine? Bah, c'est des choses, assez healthy, donc, bon Ouais, pour la l'aspect santé est le santé, ouais, premier, ouais, santé, fraîcheur, donc, c'est, mettre les produits, en valeur, c'est
il y a pas les sauces à la crème, il y a pas tout ça, pas mal de l'huile d'olive, des herbes, beaucoup de fraîcheur. Ouais. Donc je pense que j'allais plus sur ce genre de choses, mais parce que aussi c'était, ça allait avec l'endroit où il fait chaud, voilà, les gens, voilà, donc et je pense que ça allait avec l'endroit aussi. Ouais, bien sûr. Saint-Barth, ça va durer combien de temps? Saint-Barth, ça a duré pas si longtemps que ça, à peu près 1 an et demi, car j'avais cuisiné pour une agence dans une villa et Et ils qui m'ont s'était dit: «Elle est pas mal cette petite chef-là». ouais, voilà Ouais, c'est et ça? ils m'ont proposé, du travail, Anguilla. Donc Anguilla, c'est, un peu, Saint-Barth, anglophone. D'accord. Dans la avec même clientèle, Donc même univers. ouais, comme un univers et ils avaient, une cliente, qui construisait une grande villa, qui cherchait mais un chef en permanence, en fait, D'accord. chef résident. OK, ouais, ouais, bien sûr. Donc je suis allée à lui, là, juste à côté et là-bas, je suis restée 3 ans. Ah oui, 3 ans à cuisiner donc pour une personne, enfin et tout son entourage, Ouais, j'imagine. oui. C'est quoi qu'on ressort de ce genre d'expérience? Parce que pour le coup, ici, nous, on parle souvent avec des chefs qui ont dès le début le rapport, à la salle, à un public Mmh, large. mmh. Chef privé, quand on travaille pour quelqu'un, pour une famille ou en tout cas pour une personne et son entourage, c'est quasiment un autre métier, en fait. Oui, il y a beaucoup d'intimité déjà. Ouais. On va vivre, avec ces personnes, pendant, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois Ouais. et en fait, c'est sur mesure. Après j'avais toujours les menus qu'on envoyait avant. Après, ils regardaient, ils mettaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, ce qu'ils voulaient et ça donnait déjà une idée avant qu'ils arrivent, à leur goût. Et après, je faisais les menus, tous les jours, en fonction de, leurs envies, leurs critères, et cetera. C'est une vie de solitude un peu quand même quand on travaille en tant que chef privé parce que les chefs privés par définition, ils ont rarement une brigade avec eux, ils sont un peu dépendants du mood de la Ouais. personne et de son entourage, Là, il y avait quand même, une équipe, c'était quand même un petit hôtel, hein. Donc, il y avait une concierge manager, il y avait, des femmes de ménage, il y avait, Ah aussi, oui, d'accord, ouais, il y avait, pas quelqu'un qui mal. faisait le petit déjeuner avec moi, il y avait, mon ex-mari qui faisait le service. Donc, il y avait quand même une petite, ambiance D'accord. d'équipe, hein. Ah ouais, Ouais. drôle. Non. OK. Qu'est-ce que vous allez retirer de ça? Est-ce que, quand on démarre comme ça en tant qu'autodidacte dans un environnement qui est, voilà, un semi-privé finalement, enfin Mmh. privé, est-ce qu'on apprend? Est-ce que, vous avez le sentiment de progresser? Et si oui, qu'est-ce que vous apprenez de ces expériences-là en tant que chef dans la Oui. cuisine, je veux dire? Je pense qu'être si proche, des personnes, on apprend à vraiment anticiper les envies et les besoins des personnes. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je suis en train de créer un plat, je me mets vraiment à la place de la personne. Donc il y a une partie de cette expérience qui aide à ça. Il y a aussi une partie de ma personnalité où je suis quelqu'un, avec beaucoup d'empathie, en fait. Mais cette expérience, c'est vraiment, d'anticiper et de savoir, comment travailler autour des goûts des personnes. Ouais, c'est marrant ce que vous décrivez là, parce que finalement, chef privé, effectivement, le partage de cette intimité-là implique que quand on est chef, parfois, il y a un retour client, mais là, finalement, vous l'avez à chaque fois. Exactement. À chaque fois. Donc, vous avez certainement développé une capacité à sentir, à savoir, à observer un petit peu comment votre cuisine résonnait auprès des gens. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, par rapport à comment ils réagissent, comment ils apprécient ou pas. Mais en général, c'était réussi, heureusement, mais je peux aussi adapter au fur et à mesure par rapport au courant de la semaine pour aller encore plus loin pour vraiment faire quelque chose qui est adapté à leur goût. C'est un bon laboratoire finalement. J'avais jamais envisagé ça comme ça parce que Ouais. c'est assez rare en fait de démarrer la cuisine. En général, les parcours classiques parlent d'école et puis de stage, voilà, et on bascule dans la restauration. Commencer par le côté chef privé, c'est plutôt rare, mais c'est un laboratoire qui est pas mal justement pour Oui. façonner un peu son geste et puis sa cuisine. Ouais, je pense que c'est des fois aussi, on n'a pas ça dans la restauration parce que dans le restaurant, évidemment, on peut venir voir les clients.
Mais il y a quand même cette barrière entre C'est très les court. clients Parfois, ils osent pas, ils disent pas. exactement. C'est compliqué. Oui, exactement. On peut aller beaucoup plus loin avec cette intimité qu'on crée avec les clients en privé. Comment ça prend fin, une telle période? Parce que j'imagine que on crée des liens, il y a de l'affect aussi. Comment tout ça s'arrête et vers quoi vous êtes allé par la suite? C'est vrai qu'il y avait certaines personnes où il y avait les liens très forts qui étaient créés. Ouais. Ça m'a aidé après, par la suite aussi, d'avoir ces connexions en fait. Parce que du coup, je suis partie pour le même propriétaire de cette villa. Ils avaient une maison dans les Hamptons. Ok. Donc, c'est un peu, on va dire, le Deauville de New York. On va dire Ouais, ça. c'est une bonne image. Elle voulait que j'ouvre un restaurant là-bas. Du coup, je suis allée, j'ai quitté l'île pour ouvrir le restaurant. Ça, c'est un restaurant qui va être ouvert au public ou c'est encore... Là, justement, c'était ouvert au public. D'accord. Donc là, finalement, c'est la première expérience d'un restaurant au sens où on l'entend habituellement. Oui, j'avais fait un stage quand même dans un restaurant de les Hamptons l'été d'avant pour justement me mettre un peu dans le bain. C'était un restaurant qui était très réputé, qui marchait très fort. C'était 200 couverts par jour, par service, pardon. Donc, ça m'a mis un petit peu dans le truc, mais j'ai adoré. Contrairement à tout ce qui était privé, ce que j'avais connu jusqu'à ce présent, j'adorais le feu. Ah ouais. J'adorais. Là, 200 couverts par service, c'est une forme d'adrénaline. Ouais. Ah oui, il y avait une grosse brigade aussi, donc ça c'était aussi, j'ai adoré travailler dans cette ambiance, donc ouais, c'était quelque chose, j'étais un peu accro tout de suite. Donc vous faites un stage dans ce restaurant qui finalement est la première incursion et l'année d'après, donc vous allez ouvrir ce restaurant dans les Hamptons. Oui. C'est marrant juste qu'on se dise ça, effectivement, il y a quelque chose de très américain là-dedans. En tout cas, très éloigné de la culture française qu'on a, le rapport qu'on a au métier et particulièrement en cuisine. C'est-à-dire que vous faites un stage, vous ouvrez un restaurant, vous signez la carte et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Il n'y a pas de problème de légitimité. Vous êtes OK avec cette idée. Oui, exactement. Et ce restaurant, c'était un restaurant gastronomique et c'était quand même, on a eu, à l'époque, il n'y avait pas de Michelin aux États-Unis. Donc, la référence, c'était le New York Times et on a un article avec 3 étoiles. C'était vraiment les critiques, ils ont adoré. Donc, le restaurant, à l'ouverture, a eu beaucoup de succès. Mais c'est hyper intéressant, ça, vous voyez, parce que, et vous le savez parce que vous êtes en France depuis un moment, mais nous, en France et particulièrement dans la gastronomie, devenir chef, c'est un truc, ça prend du temps. Les chefs, d'ailleurs, disent souvent, on ne devient pas chef. Et vous, en fait, vous êtes parti un peu en électron libre. Vous avez fait vos expériences, vos années d'expérience en tant que chef privé. Et puis, à un moment, quand l'opportunité s'est présentée comme là d'ouvrir un restaurant, ben ok, on y va, quoi. Ah, oui, et ça marche, en fait. Donc, en vrai, pour vous, vous vous êtes toujours dit que c'était possible et que c'était pas du tout une... Oui, après, j'avais quand même... perfectionner entre guillemets ou améliorer. Oui, on imagine bien que vous n'êtes pas arrivé en amateur. Avant d'ouvrir le restaurant, j'avais quand même travaillé 4 ans et demi tant que chef en fait. Donc ouais, c'est. Mais moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. 4 ans et demi, il y a plein de chefs qui disent ah non mais 4 ans et demi, c'est rien du tout. On sort de l'école et tout. Et pour autant, vous prouvez. Parce que ça s'appelle faire la démonstration que c'est possible, en fait. Oui, c'est possible. Je pense que c'est peut-être pas si possible pour tout le monde, mais si on regarde mon histoire, en fait, c'est quelque chose qui était toujours autour de moi. Donc, c'est pas comme si j'étais pas exposée à la cuisine auparavant. J'ai toujours connu la cuisine, j'ai toujours fait la cuisine. Oui, mais de là à ouvrir un restaurant et à le gérer et à répondre à des clients et à envoyer quand il y a des bons qui arrivent et qu'il y a des dizaines de gens dans la salle, c'est pas la même chose quand même. Non, c'est clair. Non, c'est autre chose, mais... Et pour autant, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ces moments-là, justement? Vous parliez des retours critiques quand le Times vient et vous donne une note... qui est celle-là, celle des 3 étoiles, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'était un plaisir. Comment vous envisagez la suite quand on reçoit un tel retour de critiques qui sont attendus, c'est une réputation mondiale quand même, c'est pas rien. Oui, mais moi
En fait, moi, je suis quelqu'un assez humble, on va dire. Je prends ça comme quelque chose de positif. Mais je suis pas quelqu'un qui va ça monter à la tête, Ouais. que tout de suite, je pense que je suis le meilleur du monde parce que je suis quelqu'un qui est jamais satisfaite avec ce que je fais aujourd'hui Ah et oui. a toujours envie d'aller plus loin. Donc, les bons articles, les bonnes critiques qu'on a, Ça fait plaisir, mais ça fait énormément plaisir parce que ça fait toujours plaisir d'avoir la reconnaissance de travail parce que bien c'est sûr. beaucoup de travail et Ouais. je mets beaucoup de moi dedans. Mais c'est un plaisir. C'est juste un plaisir. Ça fait Ouais, c'est une ça, information quand même aussi. Parfois, ça peut vous faire dire, là, en l'occurrence, bon, eh ben, je suis capable. C'est oui, comme des petites validations aussi. Là, en l'occurrence, ça oui, valide c'est le vrai. fait que vous ouvrez un restaurant. Eh ben, en fait, C'est vous vrai. savez le faire, c'est possible, quoi. Oui, c'est exactement. Et c'est vrai qu'avec mon parcours qui est un peu atypique, Ouais. ça D'autodidacte. y a c'est quand même une sorte de sensation de validation. Ben oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Quand il y a un critique professionnel qui vient et qui dit, bon, ben, en fait, ça vaut les 3 étoiles du Times, alors que vous êtes une autodidacte. Oui, oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais Il y a un petit coup de ça tampon, quoi. confirme un petit peu que j'ai Ouais. fait le bon choix Ouais, que et vous êtes pas là par hasard. je suis sur le bon chemin, même si moi je trouve qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire. Voilà, moi, comme j'ai dit, je suis jamais satisfaite. Aujourd'hui, voilà, je pense toujours à demain, Ouais. comment je peux mieux faire, etc., etc. Et là, c'était déjà le cas. Donc, il y a ce restaurant qui ouvre, cette forme de validation quand même, pardon, parce que c'est pas rien. Et puis New York, où vous allez développer aussi et continuer de développer votre cuisine, toujours dans le cadre privé. C'était quoi là? C'était des clients qui vous conviaient pour des dîners? C'était que des dîners? C'était épisodique? C'était tous les jours? Ça ressemblait à quoi? C'était un peu de tout. Des fois c'était un dîner, des fois c'était pendant un week-end, leur maison de vacances de week-end. Des fois c'était je partais 1 ou 2 semaines avec eux dans différents endroits. Et là, on se parle de gens extrêmement fortunés pour le coup. Enfin, Oui. ça doit être des environnements qui sont, je sais pas si ça vous impressionnait ou pas, parce que bon, il y a eu Saint-Barth. Quand on commence par Saint-Barth avec Oui. des gens qui ont voilà tout ce staff autour d'eux, bon, vous étiez un petit peu habitués finalement. Mais c'est des cadres de vie que vous devez côtoyer qui sont. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça a une influence sur vous? Est-ce que vous dites j'ai envie d'en être? Est-ce que j'ai envie de faire partie de ce monde? Parce que là, on se parle d'un petit monde quand même. C'est vrai que j'ai travaillé dans les cadres magnifiques, donc et impressionnants quand même. Mais mon objectif, c'était vraiment de faire plaisir aux clients, de faire la cuisine vraiment personnalisée pour chaque client, les clients avec une exigence quand même, parce que Ouais. c'est les clients qui ont le pouvoir d'aller manger n'importe où dans le monde, ils mangent partout, ils mangent dans les meilleurs restaurants, donc c'était vraiment une envie de Mais faire. c'est hyper challenging pour le coup, non? Oui, mais j'ai eu la chance. J'ai eu Mm. vraiment. Non, mais je suis tombée sur les clients exigeantes, mais toujours reconnaissantes. Donc vraiment, j'ai eu des bonnes expériences autour. J'ai jamais eu un client où c'était la catastrophe. Ouais, mais quand on est face à des gens qui, comme vous le dites, ont l'habitude, ont un palais et donc une exigence et des moyens et pourraient très bien voilà, faire appel à n'importe qui d'autre, on Ouais. imagine, et aller dans n'importe quelle table et s'offrir n'importe quel restaurant, Mm. et ben vous, toutes les semaines, tous les jours, plusieurs fois par semaine, vous vous reconfrontiez avec cette exigence. Et encore une fois, dans un cadre où, à la différence d'un restaurant, où on peut rester un peu enfermé dans ses cuisines, où il y a une petite distance avec le public, là, zéro distance. C'est-à-dire Ah que ouais. si le client n'est pas satisfait, il vient vous voir à la fin. Et de toute façon, vous le retrouvez toujours à la fin, puisque c'est votre client direct. Exactement, exactement. Moi, j'aimais bien cette intimité et je pense que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Donc, c'est quelque chose qui me convient, que j'aime bien anticiper, faire plaisir. C'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, Et bien faire, on sent que vous avez envie d'apporter du soin à votre proposition à chaque fois. On sent ça. Une forme de petite méticulosité, de savoir à qui vous allez vous adresser, quels sont ses goûts. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous caractérise aussi. exactement. Comment vous allez passer de ce moment new-yorkais à la suite de l'histoire? C'est quoi la charnière? Bah, il y a eu une petite parenthèse où je suis retournée 6 mois à San Francisco parce que j'ai travaillé 6 mois pour un pâtissier.
parce que je vais améliorer. Même si j'avais fait la pâtisserie dans tous les restaurants. Vous vouliez améliorer un peu le niveau. Oui, c'est ça. Pousser un petit peu, travailler le chocolat, travailler le sucre, des choses que je n'utilise pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait des techniques très techniques que je voulais approfondir un petit peu dans. Perfectionner. Exactement. Petit moment de perfectionnement. Donc ça, je suis partie pendant 6 mois à San Francisco et je suis revenue à New York pour faire tout ce qui est chef privé. J'ai commencé à travailler avec dans l'événementiel aussi. Donc j'ai fait jusqu'à 1000 personnes des fois. Donc j'avais fait pour Fashion Week, j'avais fait quelque chose pour Marc Jacobs, créateur. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, si. Ouais. Ouais. Et puis donc je faisais un peu de tout. Mais quand Marc Jacobs fait appel à vous, en l'occurrence, ses équipes, j'entends, c'est pas rien. C'est-à-dire que vous devez commencer à ce moment-là, après quelques années d'expérience, parce que là, vous avez combien d'années d'expérience? Quasiment une dizaine d'années d'expérience finalement, mais en ayant démarré en autodidacte, c'est que vous avez déjà quand même, dans cette sphère-là, en tout cas, un nom, une réputation. Votre nom circule, c'est pas rien quand même. Ça, Marc Jacobs, c'était avec une boîte d'événementiel, donc. Ouais. Oui, mais enfin, c'est validé. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas fait appel à quelqu'un d'autre. C'est à vous que ces gens font appel. Donc, c'est quand même, à ce moment-là, en tout cas dans la scène américaine, vous représentez quelque chose déjà, non? Vous le dites ou pas? Oui, je pense que dans le cercle new-yorkais, oui, il y avait, ça circulait pas mal, oui, c'était bien. Ouais. Comment vous allez traduire cette petite euphorie, ou en tout cas ce moment où les gens font appel à vous, où votre nom circule, vous l'emmenez vers où après cette période? Comment vous allez, ça va durer combien de temps? Ça a duré plus ou moins 10 ans. Ouais. Après, c'est un freelance, donc quand on est en freelance, on ne sait jamais quand le prochain. Oui, c'est ça. Il y a une forme de petite précarité. Où, ça va venir. Donc, et ça, c'était quelque chose. Après, je me suis bien sortie, mais il y avait des périodes où c'était un peu compliqué parce que le téléphone ne sonnait pas, ou je ne recevais pas d'email. Donc, ce côté de freelance, des fois, c'est un peu. C'est pas la sécurité, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Mais bon, je suis bien sortie. Et puis, en fait, j'ai rencontré mon mari actuel en 2006. Aux États-Unis? Non, en France. D'accord. J'étais en vacances en France. Ok. Et en fait, on s'est rencontrés via son meilleur ami qui est vigneron. D'accord. Aux États-Unis. D'accord. Qui est champenois, mais il est vigneron aux États-Unis. J'ai rencontré dans un salon. Et on s'est eu juste avant que je parte. Il faut que tu appelles mon meilleur ami quand tu es à Paris. Donc voilà, j'ai appelé et on est ensemble depuis. Et en fait, moi, je suis restée à New York pendant 6 ans et je faisais les allers-retours. D'accord, donc vous continuiez d'être chef, vous étiez la chef que New York s'arrache à ce moment-là. Et vous aviez une petite parenthèse française régulière, du coup. C'est ça. En tout cas, le côté freelance, ça me permettait de faire des allers-retours. Si j'avais un restant, ça aurait été autre chose. C'était compliqué. Donc, on a fait ça pendant 6 ans. Et après 5 ans, on s'est dit, on va se poser les bagages à un moment ou un autre. De quel côté de l'Atlantique? Oui, c'est ça. Je pense que mon mari il aurait aimé être aux États-Unis, mais moi, je me suis toujours vue imaginer vivre en Europe ou en France? En France. Ah ouais, donc, en France, donc, je n'ai pas laissé trop de choix. On va dire. C'est pour lui. Bon, ça va, il n'a pas l'air de s'en sortir et de trouver ça bien. Mais trop de choix. Okay. Mais donc, en fait, lui il avait l'idée de quitter son travail. Et c'est dans la prestation intellectuelle, donc plutôt commerciale. Il vient d'une famille champenoise qui font du champagne. Donc, il y avait la culture du vin, moi, de cuisine. Pas mal. Donc, les deux. Non, c'est pas mal. C'est un bon début. C'est un bon point de départ. Donc, c'était plutôt son idée d'ouvrir un restaurant. D'accord. C'était pas mon idée. Moi j'étais bien en faisant le privé, mais en même temps, je commençais à manquer un challenge. Ouais. Parce que ça devient un peu facile, on va dire. À force. Ouais. Donc, moi qui j'aime bien les... Vous aviez fait le tour, quoi. Oui, exactement. Donc, c'était temps pour un changement pour moi et pour lui aussi.
Du coup, Donc là, changement de vie. Vous changez de pays, vous arrivez en France et vous dites, je vais ouvrir un restaurant. Bah oui, ouais, on s'est dit. Ouais. Et comment vous y êtes pris comment et comment l'aventure a démarré? Parce que ça prend du temps. Entre le moment où on se dit, tiens, ouvrons un restaurant et le moment où les premiers clients poussent la porte, il peut se passer des mois, voire des années. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Mon mari habitait à Boulogne. Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Sud-ouest parisien. Exactement. Donc, on voulait ouvrir quelque chose à Boulogne. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'offres, déjà une. On imaginait qu'il y avait de clientèle. Du coup, on a choisi Boulogne-Billancourt et pas Paris, pour cette raison-là. Ce qui est un pari, hein. Ce qui est un pari. Déjà, à cette époque, ça l'est encore aujourd'hui d'ouvrir un restaurant à Boulogne. C'était encore un pari parce que c'était pas évident en termes de demande. Pour le coup, c'est pas facile. Donc à l'époque, c'est un pari qui est assez audacieux. Ouais. Et puis, on a trouvé un endroit. Et en fait, au moment de la signature, il manquait les propriétaires des murs. Donc, on avait le locataire, mais pas le propriétaire des murs. Et on a appris qu'il manquait un, qu'il y avait un conflit entre eux. Donc, ça a bloqué la vente pendant 1 an. Donc, on est resté dessus quand même parce que c'était vraiment un endroit qu'on voulait. Mais on avait déjà créé notre société, etc. Moi, j'avais laissé tout à New York. Ouais. Du coup, on a décidé de faire les tables éphémères, donc les dîners un peu clandestins. J'aime bien comme clandestin. Ouais. Dans des endroits un peu insolites. Donc, les appartements, ça peut être plutôt quelque chose plus haussmannien avec vue sur Notre-Dame. Sinon, ça peut être un loft à Barbès où on pousse une portail et on ne sait pas où on va. Ouais. Donc, on a fait ça pendant 1 an. Mais comment on fait ça? Comment vous vous dites? Comment on mobilise des gens? Comment on fait pour monter ça? Parce que là, vous arrivez de New York. Ouais. Vous devez connaître quelques personnes, mais peut-être pas tout Paris. Pas, Donc, pas beaucoup de monde. comment on fait pour se dire, bon, ben, OK, on a 1 an à combler parce qu'en gros, le restaurant, il peut pas ouvrir. Comment on monte un truc pareil, en fait? Comment on se fait connaître? J'ai fait un site et puis j'ai commencé à contacter les blogueuses, les journalistes, plutôt avec une clientèle, les lecteurs un peu anglophones et les touristes. Donc, c'était pour offrir une expérience aux touristes un peu Découvrir différente. Paris autrement. Ouais. Exactement. Donc, découvrir. Et c'était 12 places et les gens, ils ne se connaissaient pas. Ah ouais. Ouais. OK, donc il y a 12 places à prendre. Oui. C'était cher ou pas comme Je expérience? sais plus combien. On faisait en 10 temps quand même. Ah C'est une ouais. dégustation en 10 temps avec l'accord mets vin. D'accord. Donc, Ah ouais, vraie proposition gastronomique. oui, donc, oui, c'est ça. lieu insolite. Ouais. Et là encore, c'est quand même flagrant et c'est vraiment très américain comme manière de penser. C'est dire, OK, on va le faire, on va y arriver. Parce que quand on vous écoute, ça a l'air facile. Or, ça n'a pas dû être facile de faire ça. Non, c'était pas facile dans plusieurs sens. Déjà, trouver le lieu parce que il fallait quand même une cuisine fonctionnelle. Donc, souvent, je cherchais les lieux avec une cuisine qui était plus ou moins équipée. Ouais, parce que trouver un joli lieu, OK, mais il faut que la cuisine aille. C'est ça. Ensuite, il y avait tout le logistique parce que des fois, il y avait même pas, il y avait pas les tables qu'il fallait. Il fallait une grande table, des chaises. Donc, on se retrouvait à amener tout ça. Mais comme j'avais déjà fait des événements aux États-Unis, ce côté-là, c'était une logistique supplémentaire. Mais là, vous étiez deux, là. Vous faites tout à deux, là. Oui, on était à deux, oui. Il y a des moments où on doit se retrouver avec son conjoint ou sa compagne à porter à table à se dire, putain, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est Exactement. C'est impliquant quand même. Ouais. Et économiquement, c'était quelque chose de viable? Vous vous en sortiez ou c'était vraiment, vous vous disiez, bon, ça nous permet de nous faire connaître? Est-ce que vous avez songé, par exemple, pour faire durer ça? En fait, oui. À l'époque, il y avait mon mari, il avait encore son travail. Donc, on vivait pas qu'avec ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que je pense que si on avait continué, peut-être on aurait pu développer, mais l'objectif, c'était quand même d'ouvrir le restaurant. Oui, c'était la perspective. Et ça, c'était juste quelque chose pour faire vivre la société, pour m'occuper. Parce que il y avait un an. C'est ça. On ne savait même pas, ça dure 1 an. Au début, on ne savait pas de combien de temps que ça allait durer. Ou même si à un moment ou un autre, ça allait se faire ou pas. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait faire ponctuellement. Donc, au final, c'était une bonne solution.
Quel souvenir vous gardez de cette époque-là, justement, avant que le restaurant n'ouvre ses portes? Des retours que vous avez eus, des gens qui vous découvrent, de vous aussi qui découvrez certainement d'autres usages, une autre atmosphère, parisienne en l'occurrence. C'est quoi les souvenirs qui vous restent de cette petite année ça a dû passer vite en fait? J'ai adoré des échanges que les gens ils avaient. On avait quelquefois les Français, mais sinon, c'était les anglophones de Nouvelle-Zélande, il y avait les Japonais, il y avait des gens, il y avait vraiment Et vous aviez réussi à trouver les gens quand même, c'est oui, balèze. tout à fait, tout à fait. Mais c'est un peu grâce aux blogueuses et les journalistes, en fait, qui avaient Leur petit réseau à eux un aussi, réseau pour les touristes. Ils offraient des tours guidés, des choses comme ça. Donc, vraiment, je visais quand même les touristes. Et j'adore l'échange au départ, les gens sont un peu timides, petit à petit, et ça monte, ça parle, tout le monde échange des numéros. Donc, c'est ça que j'ai adoré. C'est vrai que cette atmosphère, elle est géniale. 12 personnes qui, a priori, ne se connaissent pas. Alors, il y a peut-être des gens qui venaient à 2 quand même. Oui, non il y a Voilà. comme des fois. Ouais. Mais du coup, c'est une grande table, le temps d'un soir. On découvre un lieu, un truc, on vient tous d'ailleurs. Plus votre cuisine, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et les gens qui voyageaient seuls, ça c'était Idéal. C'était top parce que en fait, ça permettait de rencontrer des personnes. Donc, j'adorais ce côté de vie, ça vivait, c'était le lieu de rencontre. Les échanges et moi je présentais tous les plats aussi, j'échangeais avec eux, donc c'était un vrai moment de partage. Ouais, je Et comprends. j'ai adoré ça. Et donc, au bout d'un an, arrive la nouvelle, les choses s'alignent et vous allez pouvoir ouvrir votre restaurant. Exactement. Donc, la table, en l'occurrence. La table, oui. En fait, justement, le table éphémère, les repas éphémères, on a appelé ça la table de Cybèle. Et c'est comme ça qu'on a eu le nom pour notre premier restaurant, la table de Cybèle, qu'on a ouvert en 2013. D'accord. au final. Ouais, je suis. Donc là, on est en plein cœur de Boulogne, derrière les anciennes usines Renault, en l'occurrence. Exactement. Et donc, ce restaurant ouvre. Quelle est l'idée? Quelle cuisine vous avez envie de proposer? Quel est le geste que vous avez envie de partager à ce moment-là avec la clientèle que vous allez découvrir? Ça va être votre premier restaurant en France, c'est pas rien. Oui, au départ, on avait l'idée, c'était d'avoir un menu déjeuner qui était assez accessible. Et le soir, on faisait des plats partagés, donc des small plates. 2013. Parce oui. qu'aujourd'hui, on dit ça. C'est On dit, ça. Oui, bon, c'est bon, on avait C'est 2013. ça, exactement. Donc, j'étais un peu trop en avance parce qu'on a vu que il y a des gens qui appréciaient, mais surtout à Boulogne, ils n'étaient pas prêts. Ils voulaient leur propre plat. Ouais. Donc, Non, mais c'est un truc. Et aujourd'hui, on en est à se dire, parce qu'il y a eu des assiettes à partager et des petits plats partout, ouais, on va se dire, oh, il y en a marre, il faut qu'on revienne à. Mais à cette époque-là, ça Ouais. n'existait pas, quoi. exactement. On le voit dès le début, ça, que ça prend ou que ça prend pas. Et si oui, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous allez très vite changer d'approche? Oui, il y a des gens qui ont vraiment aimé cette approche d'avoir des plats à partager et d'autres non. Donc, on a quand même décidé de revenir à une carte plus classique au niveau de format. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, on était un peu trop tôt. Mais Non, et puis trop tôt, et à Boulogne. Oui. Parce que Boulogne, il n'y a rien. En Ouais, 2013, ouais. il y a rien. Déjà, aujourd'hui, il y a peu. Ouais. Il y a des tables très intéressantes à Boulogne aujourd'hui. Ouais. Mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Ouais. À l'époque, Ouais, c'est pas une destination. Et puis les gens qui vont à Boulogne, ils ont le réflexe, ils touchent Paris, hein, d'aller à Paris pour dîner ou pour Oui, vivre c'est quelque clair. chose, quoi. C'est clair. Donc, je pense que c'est important un peu avoir une vision des choses. Parce que personnellement, j'adore manger comme ça. J'aime bien partager. Donc, tous mes amis aux États-Unis, on mangeait toujours comme ça. On prenait plein de plats, même si c'était pas un restaurant partagé. Ouais. On a toujours fait ça. Donc, j'aimais bien cette côté de convivialité, de partage. Mais on était trop en avance. Donc, voilà, ça, on a dit qu'on va faire une carte formatée Ouais. Plus classique. conventionnel. Oui, plus, c'est ça. Et dans l'assiette, est-ce que quelle empreinte vous avez à ce moment-là? Parce que vous avez démarré par vous-même avec vos référents, vous avez travaillé pour des gens en répondant à leurs attentes. Là, vous êtes chez vous,
Vous allez proposer votre cuisine, c'est votre nom, on vient à la table de Cybèle, c'est pas rien, même dans la proposition. Du coup, on trouve quoi dans l'assiette? Est-ce que c'est très végétal? Est-ce que ça l'est pas tant? Est-ce qu'il y a de la crème et des sauces ou toujours pas? Il y avait, c'était beaucoup autour de légumes quand même, hein. C'était donc, le but, c'était de travailler avec les producteurs en direct, au niveau de, tout ce qu'on pouvait. Donc il y avait un travail de sourcing déjà qui avait le été travail fait? de sourcing, que était très fort, qui continue aujourd'hui, de faire partie de mon travail. Donc il y avait beaucoup de légumes, évidemment, mais il y avait aussi, un peu de tout, poisson, viande, volaille, il y avait un peu de tout. OK. Donc, Et est-ce que ça va prendre? Est-ce que le public va s'installer? Quelle va être la typologie de votre clientèle? Est-ce que vous allez arriver justement à stabiliser l'activité en ayant, on l'a compris, commencé par, des petites assiettes, puis une carte plus conventionnelle? en fait, ça démarrait très fort. Ça a démarré très fort. Pardon, mais pourquoi déjà? Justement, la table qu'on a fait avant, on était un peu connus par, différents journalistes. Ouais. En fait, je les ai contactés pour dire qu'on ouvrait la table et tout de suite ils ont parlé. Donc, ça a aidé à démarrer C'était le assez petit rapidement. événement, Exactement. Cybèle ouvre sa table et c'est à Boulogne que ça C'est se passe. ça. Après, Boulogne aussi, comme il n'y a pas beaucoup d'ouverture à l'époque, intéressante, en fait, ça allait assez vite. Ouais. C'était, au final, c'était comme un petit village. Ça se parlait à droite à gauche. Ouais. Donc, ça a démarré assez rapidement. Et qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là? Parce que, en fait, ça prend, c'est votre restaurant, ça y est, vous êtes en France, c'est pas rien, quoi. C'est quoi le sentiment que vous avez à ce moment-là? Et puis, vous découvrez un autre truc aussi, qui est la quotidienneté au même endroit, dans la même cuisine. Ça fait beaucoup de choses, hein. Il y avait une fierté par rapport à ce qu'on avait créé ensemble déjà. Et le fait que les gens passaient un bon moment et appréciaient ce que je faisais, une fois encore, c'est un grand plaisir et fierté. Après, c'est un métier, il faut se mettre en question tous les jours. Ouais. Si on est bon aujourd'hui, il faut encore mieux demain. C'est une carte qui évolue tous les jours aussi, quasiment au quotidien, la carte changeait. Donc ça aussi, pour garder l'intérêt des clients et qui revenaient régulièrement. Surtout le midi, on avait une grande clientèle de bureaux à l'époque. Et puis, du coup, ils venaient des fois plusieurs fois par semaine avec différents clients. Donc, ça changeait. C'était une carte vivante qui changeait tout le temps, en fonction de ce que je trouvais. Donc, j'allais sur le marché. À l'époque, je travaillais avec Juliette Thibault. Ouais. Donc, j'allais 2 à 3 fois par semaine. À côté de Radio France, là? Oui, il y avait Rue Gros et aussi Iéna. Ouais, c'est vrai. Donc, je faisais les deux en fonction de mes besoins et les jours. Donc, j'étais là-bas à 7 heures du matin et je faisais ma carte en fonction de ce que je trouvais. C'est une vie d'implication considérable quand même, non? Parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est une vie où il y a 2 services par jour, où tout repose sur vous. Il n'y a pas de brigade là, ou enfin il y a une toute petite équipe. Oui, on était. Je pense qu'on était 5 en cuisine quand même. Ouais, bon, c'est une petite équipe quand même. C'est déjà une petite équipe, mais on a le temps de rien. Toute votre vie tourne autour de ce projet-là à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. Ouais, de toute façon, je pense que n'importe quel restaurateur, chef ou autre, c'est. En plus, c'est pas quelque chose qui s'arrête quand la semaine s'arrête. Ouais. Ça continue. On pense tout le temps. Faut penser comment améliorer. Qu'est-ce qu'il y en a à faire. Après, il y a le côté administratif. Heureusement que mon mari s'occupe plutôt de ça, donc ça me laisse faire le côté créatif. Ouais. Mais c'est continu. Mais cette question, elle est évidente. Mais vous qui partez d'ailleurs, vous qui venez d'un autre modèle professionnel, c'est quelque chose de passer à cette quotidienneté-là. Parce que le freelance, on a beau dire, il y a de l'insécurité, mais il y a aussi ce point positif qu'il y a des temps de relâchement. Ouais. Et qu'on peut même parfois les choisir en se disant, si on le peut, je ne prends pas ce contrat parce que j'ai besoin d'un petit break et tout ça. Là, c'est plus possible. Comment vous vivez ce changement, en fait? Ça fait beaucoup de choses qui changent dans la vie. Oui, c'était un grand changement. Mais comme j'ai dit, c'était un challenge que j'avais envie de faire. Et c'est surtout
que moi, je suis quelqu'un qui aime bien être réactif, donc si j'ai rien à faire, je vais rien faire. Ah bah là, c'était parfait. Ouais, donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir les objectifs, d'être challengé. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, c'est vrai que c'était... au départ, je me souviens, on a ouvert en juillet et quand on a fermé 2 petites semaines en mi-août, je pense. Donc, on n'a pas ouvert très longtemps. Cette première partie, c'était... J'ai un petit décompression. Mais juste pour respirer un peu, pour repartir ensuite. On avait pendant 12 ans quand même. Donc, Et oui. Ouais. Comment ça va s'inscrire dans la durée? Parce qu'on le dit, ça a duré pas mal d'années. C'est une table qui s'est installée. En tout cas, à Boulogne, c'était devenu un des référents, une des quelques tables référentes de Boulogne. Comment la critique a évolué? Comment le public s'est installé? Comment vous avez traversé toutes ces années-là à la table de Cybèle, donc? Oui, en fait, comme j'ai expliqué, par rapport aux small plates et tout ça, il faut savoir s'adapter par rapport aux envies et besoins. Et aussi, sur 12 ans, les envies des gens, ça change. Certes, ouais. Donc là, au fil des années, on a évolué, toujours en restant sur les valeurs de locavore, direct producteur, produit en respectant l'environnement, passe durable, ça a les mêmes valeurs, mais la cuisine a un petit peu changé. Par exemple, juste, on vient de fermer, on a vendu en juillet. L'offre qu'on avait à la fin, c'était plutôt, on avait fait des portions un peu plus généreuses et après, on faisait aussi les accompagnements à part. Donc, il y avait toujours autant de légumes, mais les gens, ils pouvaient choisir leurs accompagnements. D'accord. Parce que Quand vous me dites ça, vous savez quoi? Je repense à ce que vous me disiez de votre grand-mère où elle mettait les accompagnements exactement. à part sur la table. C'est ça, exactement. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là parce qu'on sent que les gens, ils ont envie d'avoir le choix. Les gens, ils ont envie d'avoir le choix. Ils veulent participer un petit peu, ils veulent diriger ce qu'ils veulent manger. Donc, c'était pour ouvrir un peu les possibilités, ouvrir un petit peu aussi une clientèle qui a un peu des choses spécifiques. Donc, voilà. Vous dites quelque chose qui est important, qui est le rapport au producteur, l'exigence, les valeurs que vous mettez dans votre cuisine et qui ont... Ça, c'est le discours. Beaucoup le tiennent. Il a une implication, ce discours, d'organisation, de logistique. Il a une implication économique. Vous êtes en train de dire que on peut faire attention aux gens qui produisent, à l'environnement évidemment duquel sont issus ces produits-là. C'est possible en fait, ça marche. Est-ce que c'est plus coûteux, beaucoup plus coûteux? Est-ce que c'est dur à mettre en place en termes de logistique, d'approvisionnement? Est-ce que vis-à-vis du staff, ça a des implications compliquées? Ou est-ce que vous me dites que si on a envie de mettre ce genre de pratique en place, c'est assez facile? Il faut avoir les convictions, il faut que ça soit vraiment sincère. Ouais. Sincère. Il faut que ça soit sincère. Si on fait ça parce que c'est tendance ou on a envie de dire oui, on travaille comme ça va pas se faire parce que il y a une logistique supplémentaire. Souvent, aujourd'hui au moins, nous, il faut qu'on aille chercher, par exemple, le producteur. Aujourd'hui, on produit nos propres légumes, mais tout le reste, que ça soit la volaille ou autre, il faut qu'on aille chercher la farine pour faire mon pain. Il faut aller chercher. C'est vous qui allez chercher. C'est mon mari. Et alors, ça, c'était quand même la bonne pioche de cette histoire. Heureusement qu'on a cette pierre dans l'édifice. Clé de voûte, j'ai envie de dire. Ouais, mais on va le chercher. On lui rend hommage. Ouais. Trop bien. Donc oui, c'est souvent les petits producteurs. En fait, ils n'ont pas les moyens, ils peuvent pas. Ils n'ont pas le temps, pas le. Ouais, et c'est souvent les producteurs, ils travaillent avec le public plutôt, et c'est le public qui va venir chez eux. Sûr, ouais. Donc c'est pareil pour nous. Ouais. Donc c'est un temps considérable. Ça. Oui, si on accumule tout, il faut aller chercher le poulet là-bas. Ouais, exactement. La farine, le fromage, le lait. Heureusement, c'est pas si loin que ça, mais ça peut pas se dupliquer n'importe où. Oui. Ici, en Île-de-France. Il y a un maillage quand même, mais ça peut pas se faire n'importe où, quoi.
Exactement. Quand j'avais la table estivale, j'allais chez Joël Thébault, j'allais sur place. Ouais. Je partais avec les légumes. Donc, c'est des temps, mais il faut un vrai engagement. Pas faire ça à la légère. Mais bon. C'est pas si simple, c'est pas si simple. Ouais. Donc, il y a eu ces 12 ans. Et puis, vers la fin de ces 12 années, enfin non, même un petit peu avant, vous avez découvert cet endroit. Pourquoi avoir décidé d'emporter votre cuisine? Pourquoi avoir décidé de dire au revoir à la ville et d'emporter votre cuisine ici? Donc, on est à Gambé, dans les Yvelines, pas très loin de Paris. Ouais. Mais tout de même à une quarantaine de minutes de Boulogne, en Ouais, l'occurrence. c'est ça. Pourquoi ce choix a été nourri et comment il a été opéré? Pendant 5 ans, on avait les 2 restaurants. Donc, on était à la table estivale de lundi au mercredi et de jeudi au dimanche ici. Donc, c'était 7 sur 7. Ça, c'était pas dérangeant. Mais il y C'est avait... pas dérangeant, mais pardon, hein, je souligne ça, c'est intéressant de se le dire parce que à 95% des gens, si vous leur dites, bon, on travaillait 7 jours sur 7, sur 2 lieux, donc avec 2 entreprises, 2 équipes, bon. Ouais. Non, mais pardon, mais c'est énorme en fait. Oui, on rentre dans un rythme et c'est pas juste quand on lève la tête qu'on réalise que c'était quand même beaucoup, mais Bah, c'est énorme. ouais. Mais vous le disiez jamais, quand vous vous couchez là le soir, vous dites pas, ça va, ouais, ça va. Non, mais c'est un truc quand même. Quand on est dedans, on lève pas la tête en fait. Je pense que c'est pas bon. Ah, le conseil. Non, Alors si c'est compliqué, rajoutez-en, comme ça non, vous mais êtes bien dedans. c'est Et pas puis vous bon. voyez. J'ai pas dit que c'est bon Ouais. et je pense qu'on était plus épuisés qu'on réalisait. Mais on était des machines en fait. On allait et on a pris l'habitude de travailler comme ça. Vous referiez ça? Pas pour l'instant. Pas pour Non, mais l'instant. si vous repartiez en arrière, est-ce que vous le feriez de la même manière? Oui, tout à fait. Ça a fonctionné. Après, il y avait une envie, il y a juste cette manque d'être pas à 100%. Peut pas être 100% à Boulogne, ça nous dérangeait à un moment, ça nous Ouais, il peut y dérangeait avoir un une petit petite peu. frustration. Je suis Oui, pas complètement dans un endroit et pas complètement dans l'autre. exactement. Parce que même si j'étais à la campagne de tous les jours d'ouverture, j'étais en train de gérer aussi Eh oui. la table estivale à distance. Après, je suis un chef aussi qui est dans la production. Donc, j'ai fait des mises en place. Donc, c'était une chose si c'est juste, j'étais au téléphone et je rentrais en cuisine de temps en temps et de Ouais. faire ça. Mais je suis en production. Ça, vous avez jamais voulu le quitter, ce côté justement, parce qu'à un moment, quand on se développe, parfois, bah, justement, on se décale, on se décentre ou on prend de la hauteur, on y met les mots qu'on veut, mais on fait plus de la mise en place, on fait plus forcément, parfois même, on ne cuisine plus, Ouais. on est là pour donner une direction. Oui, là, c'est mélange entre les 2. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à quitter complètement Ouais. la cuisine. Pourquoi? Parce que je suis très connectée avec la cuisine. J'ai besoin d'être en contact avec ce qui se passe. Il y a une partie de moi j'ai cette envie et ce besoin d'être en contact avec les produits, en contact avec ce qui se passe en cuisine. Donc, c'est pour ça. Ici, j'imagine que l'idée de pousser le curseur, justement, du contact avec le produit, il était important parce que dans cette démarche, nous, quand on est arrivé, ça travaille là. Il y a un potager. Il y a beaucoup de restaurants qui vantent leur potager. Finalement, peu ont leur potager. En général, c'est des herbes aromatiques, ce qui est déjà super, hein. Oui. Mais devenir autonome, comme peuvent l'être des Dan Barber qui font rêver avec Blue Hill Farm ou des choses comme ça, ou chez nous à la Chassagnette dans le sud, Armand Arnal, qui travaillent comme ça aussi, c'est très très rare. Et là, quand on est arrivé, il y avait des gens qui travaillent en cuisine, qui étaient dans la serre. Oui. Donc on sent qu'il y a une connexion intense entre la cuisine et ce qui se cultive juste derrière. C'était ça l'idée aussi, peut-être de pousser encore plus loin ce truc-là, ce qui n'était pas possible à Boulogne de fait. Oui, c'est ça. En fait, au départ, c'était on cherchait un potager pour la table estivale. L'idée, c'était justement d'aller plus loin. C'était logique. On était déjà dans une démarche direct producteur, locavore, etc. Mais comme peut-être a compris, moi, je veux toujours aller plus loin dans tout. Du coup, c'était d'avoir le contact en direct avec la terre, cultiver
ce qu'on a envie de cultiver et surtout la connexion entre la terre et l'assiette et les graines d'assiette. C'était 12 mètres. Allez, non, allez, j'exagère un peu. 25 mètres. C'est vraiment, c'est d'avoir ce cercle vertueux, en fait, qui se nourrit, qui tourne, voilà. Non, mais pardonnez-moi, mais moi, il m'est arrivé dans mon jardin de me dire ces dernières années, faisons des tomates pour l'été, en partant des semis. Donc au mois de février-mars, là, dans la cuisine, à mettre les trucs, ça pousse, ça prend des mois, puis on repique, on met ça en terre. En juillet, on commence à s'enthousiasmer de l'idée que ça arrive et le mildiou arrive et me crame tous mes plants de tomates. Ouais. Moi, je suis chez moi, je m'en moque, c'est un truc d'amateur. Ouais. Mais vous, quand vous misez là-dessus, donc sur un terrain qui doit vous produire, vous donner de quoi cuisiner, vous rajoutez un challenge d'un nouveau métier, c'est une pression considérable. Oui. Parce que moi, si je chope le mildiou, c'est pas grave. Vous non, mais c'est clair. Tu ne marches pas à tous les coups. Il faut savoir s'adapter et on peut compter sur certaines choses et on met tout en place. Par exemple, pour les tomates, justement, on fait une partie dans la serre et une partie dehors. Ok, on sécurise des choses. Oui, donc c'est plus protégé dans la serre. Et il y a eu des années où on a tout perdu dehors, mais dans 2 jours. Mais on parle de... Mais c'est horrible, ça. On parle d'une quarantaine de tomates, plantes de tomates. Heureusement qu'on avait tout ce qu'il y avait dans la serre. Mais c'est vrai que on apprend beaucoup de choses avec la nature. La nature nous apprend beaucoup de choses. Mais humainement, qu'est-ce que ça vous apprend? Parce que quand on est chef, économiquement, que ça repose là-dessus et qu'on perd 40% de la production d'un élément sur lequel on compte... Ouais. Mais c'est déprimant. Ce qui fait le plus mal, c'est le travail qui a été fait pour que tout soit en place. Donc, il y a une sorte il faut prendre un peu de recul parce que moi, je sais que la première fois que c'est arrivé, je me souviens ce que c'était les fèves. Et il y a une grosse gel qui est arrivée et toutes les fèves, toutes les plantes. Il n'y avait pas encore les fèves. C'était toutes les plantes comme ça. Je réveille le matin, mais j'étais en larmes. J'ai toutes les fèves. Le soleil est arrivé et 1 heure après, ça montait, c'est revenu. Ouais. Mais d'un premier coup, j'étais dévastée. Et je dis, je peux pas être comme ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas parce que ça va pas aller. Alors non, on peut pas être comme ça, mais néanmoins, c'est quand même le fait qu'on s'est rajouté une strate, alors que le métier de chef est déjà extrêmement impliquant, émotionnel, d'implication humaine, professionnelle, économique considérable. Ouais, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, hein. De prendre du recul, aussi de mettre les choses en place pour être sûr qu'on a toujours quelque chose à travailler. Donc, il y a certaines choses qui sont plus sûres que d'autres. C'est vrai que les tomates avec les mildious, comme je l'ai dit, on plante une partie dans la serre, mais on a perdu quand même une partie, mais au moins, on avait quoi travailler. Donc, il faut toujours un peu surestimer, suranticiper pour être sûr qu'on a toujours quelque chose. Et des fois, ça fait l'inverse, où on a beaucoup trop. C'est là où mon démarche anti-gaspillage, ça aide. Parce qu'il faut qu'on trouve des façons de travailler les choses, de faire conserver, préserver. Ça peut être l'inverse aussi. Cette année, on a eu 150 melons. Les autres années, on a une vingtaine. Qu'est-ce qu'on fait de ça, du coup? Les autres années, on a une vingtaine, une trentaine. Pour le coup, on va essayer de faire juste le milieu l'année prochaine parce que là, on a été débordé des melons. Donc, des melons, j'ai fait en lactofermentation, j'ai fait en sorbet aussi. Ça, c'était une bonne moyenne. Et aussi en confiture. Donc, ça doit faire bouger les lignes de la cuisine aussi, mine de rien. C'est de ça dont on se parle. C'est que finalement, ce qui vient... Il y a une onde qui se propage, qui vient du potager jusqu'ici, jusqu'en cuisine et qui doit faire évoluer vos idées, votre proposition et votre manière de vous adapter, de faire bouger votre métier finalement. Exactement. Moi, je dis toujours, c'est vraiment ma cuisine. Ce qui est dans l'assiette et les créations, c'est en fonction de ce qui se passe dans le potager. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le potager pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va être prochaine assiette? Et faire le menu et des plats autour de ça. Donc, c'est métier, ça change un petit peu de métier parce que c'est pas, ah oui, je sais que les tomates vont venir en saison. Oui. Donc, de toute façon, il y aura quelqu'un qui va me les apporter, me les livrer sur le... C'est ça. Donc, on peut anticiper.
Et ici, les tomates arrivent pas toujours au même moment tous les ans. Des fois, des choses sont en avance, des fois, elles sont en retard. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le potager et c'est ça qui va dicter ce qui est dans l'assiette. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent et qui connaîtraient pas justement votre carte, votre table encore ici à Gambé. Les gens peuvent se dire mais ça doit être extrêmement cher de produire comme ça. Et donc, in fine, c'est peut-être une offre extrêmement chère. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, je pense que c'est un prix juste. Mais concrètement, c'est quoi le menu ici? On est 95 € pour 7 services aujourd'hui. Bon. On peut dire juste, on pourrait dire aussi que, étant donné l'engagement, l'implication, c'est extrêmement accessible. Oui. En fait. Après, il y a aussi le menu de midi qui est en 4 services, qui est moins cher. On est à 69. Est-ce que vous avez le sentiment de vous en sortir? Est-ce que vous pensez que ce modèle-là, il est viable? Est-ce qu'il est duplicable? Est-ce que vous avez le sentiment de bien vivre de votre travail? Parce que vous nous le dites, l'implication, et on le sent, elle est monumentale. Moi, je pense aux gens qui nous regardent là ou qui nous écoutent, qui vont se dire, mais non, mais ça, c'est pas possible, en fait. En fait, c'est comme tout. Si on essaie demain de faire tout ce qu'on fait d'un coup, ça serait monumental. Mais nous, on rajoute un peu tous les jours des choses qui devient notre quotidien. Oui, c'est un travail énorme, mais On élargit la bande passante plus avec le temps. Hein. C'est ça. Donc, on fait au fur et à mesure. Oui, parce que finalement, ce qui se passe là, c'est la graine que vous avez plantée il y a des années à Boulogne et peut-être même finalement, comme on vient de tirer le fil, avant en fait. C'est que ces valeurs, elles vous animent depuis toujours. Oui, par exemple, on a commencé avec 1000 mètres carrés de potager et maintenant on a 2000 mètres carrés. Plus la serre de 100 mètres carrés. Donc, mais c'était au fur et à mesure et voilà, j'ai envie d'aller plus loin, mais pas à pas. C'est même pour la façon que je cuisine dans le côté anti-gaspillage, c'est pareil. On met des choses en place petit à petit. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, qu'on habituellement on n'utilise pas, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est construit petit à petit. Si on essaie de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de conservation, anti-gaspillage, travailler des épluchures, tout ce qu'on fait aujourd'hui en cuisine, si on ouvrait un restaurant et on faisait directement tout ça, ça serait très difficile. Mais le fait qu'on rajoute des choses au quotidien qui devient vraiment les habitudes, les bonnes habitudes. Ouais. C'est une mise en place progressive. Ouais, c'est ça. Quel rapport vous avez avec l'économie de votre projet? Est-ce que vous êtes très vigilante? On a compris que c'était peut-être une partie qui était plus celle de votre compagnon, de votre mari. Mais est-ce que vous avez une vigilance? Est-ce que vous dites qu'il faut faire très attention à ça, sinon c'est pas viable? Ou est-ce que vous êtes plutôt... Ah oui. Non, mais moi, je fais très attention en termes de gaspillage, de gérer des achats. On fait attention à tout. Ah oui. Déjà, côté écologique, mais ça rejoint le côté économique. Bien sûr. Voilà, donc ça peut de faire attention à tel point qu'on fait attention à tout, de rien gaspiller, même en termes d'énergie aussi, de tout. Cette conscience écologique, ça rejoint l'économique. Ouais, ça a un impact économique, forcément. Donc ça rend aussi le projet plus viable, en fait. En fait, vous en êtes un petit peu, pas au début, parce que mine de rien, ça fait quelques années que vous travaillez cette adresse-là, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire et je sens que vous allez en faire encore beaucoup et écrire encore beaucoup de lignes dans ce chapitre-là. Néanmoins, comment vous vous projetez à l'avenir? Quelles choses vous avez envie de développer? Et ce sera ma dernière question. Quelle place vous accordez à la transmission? Parce que votre cuisine, elle est nourrie de valeurs et ces valeurs, vous les portez vous depuis très longtemps. On vous les a transmises. Vous avez quel rapport à cet enjeu-là? Déjà, moi, la transmission, c'est très important parce que ça me tient tellement à cœur et c'est quelque chose que je vis tellement. Donc, la transmission, ça commence déjà avec l'équipe. J'en ai vu passer là, qui sont arrivés très sérieusement dans la cuisine, très silencieusement. Ils rentrent du potager et ils ramènent la récolte. Donc, non seulement avec la cuisine, bien sûr, on travaille des produits, mais aussi les personnes qui sont en salle aussi, ils travaillent
aussi dans le potager. Ouais. Donc, la transmission, ça commence interne. Et après, c'est aussi par rapport aux clients. Donc, nous, on donne pas une assiette et on annonce ce qui est dans l'assiette et après on part et on débarrasse. Il y a une vraie explication de comment les choses sont travaillées, comment on travaille les parties de légumes que d'autres personnes ils vont jeter, on va transformer pour sublimer le plat et créer des goûts et des saveurs qu'on a nulle part ailleurs parce que c'est vraiment ma patte de travailler comme ça. Donc ça transmet aux clients et nos valeurs qui vont avec. C'est une vraie communication de tous les jours entre notre équipe, entre les clients. Et c'est important de un peu ouvrir les yeux des fois. Il y a des gens, ils viennent pour manger, mais il y a des gens qui repartent en disant « Ah, d'accord, je veux voir les choses différemment ». Et je crois que c'est important aussi. C'est une responsabilité qu'on est dans cet engagement de partager ça avec plus de monde possible. Hein, voilà. Et en faisant ça, on dit on participe à notre petite échelle, un meilleur avenir en fait. C'est après ça que vous courez, vous et votre mari aujourd'hui, c'est ça ce vers quoi vous avez envie de tendre et de laisser finalement de tout ce que vous avez fait, cette espèce de conscience, l'idée de bâtir quelque chose d'un peu meilleur? Oui, bien sûr. On fait ça pour faire plaisir aussi. C'est important. C'est le cœur de notre métier. Mais aussi de changer un petit peu les idées. Et puis, les gens peuvent voir le monde et le monde de la cuisine différemment. Trop bien. C'est le meilleur endroit pour découvrir ça. Faut venir ici, pas loin de cette cheminée pour découvrir tout cet univers. Merci Cybèle. Merci à toi. Merci beaucoup. Changer les mentalités, faire voir le monde et le monde de la cuisine différemment. C'est sur ces mots qu'on a coupé les micros et c'est dit simplement, pourtant la cuisine, comme nombre de disciplines, a besoin de s'aligner ainsi. Parce qu'au fond, tout ce que Cybèle nous a raconté converge vers ça. Depuis le début, il est question de contact avec la terre, avec le produit, avec les autres, d'un refus de faire à la légère. Il s'agit depuis toujours d'un engagement sérieux qui coûte, certes, mais qui produit du sens. Quand elle parle du potager, des pertes, des saisons qui déjouent les plans, de ces moments où l'émotion déborde, on comprend que ce lieu n'est pas un décor, ni un concept. C'est un apprentissage permanent, un dialogue entre le cuisinier et sa matière, une manière d'accepter que tout ne se maîtrise pas, mais que tout se construit, pas à pas. Quand elle parle de transmission, elle ne parle pas d'héritage figé, elle parle de gestes répétés, d'explications données, de graines plantées, chez les équipes, chez les clients, dans les assiettes comme dans les esprits. Faire en sorte que certaines personnes repartent finalement de chez elles un peu différemment. Ce qui frappe, c'est que rien ici n'a été fait pour aller vite, ni à Boulogne, ni à New York, ni à Gambé. Tout s'est posé petit à petit, avec cohérence, exigence, avec cette idée très simple. Si ça a du sens, alors ça mérite le temps que ça prend. Et puis, il y a derrière ce récit une belle histoire d'audace finalement, qui dit que quand on veut, quand on croit, alors il ne reste qu'à faire, tout simplement. Alors merci Cybèle, merci chef pour cette parole sincère, engagée, sans posture. Merci d'avoir raconté ce parcours où la cuisine n'est jamais séparée de la vie. Merci pour cette dose d'inspiration. Merci à vous,
chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, interpellé, inspiré encore une fois, vous êtes nombreux à me le dire chaque jour, que ces regards, ces visions, ces récits justement nourrissent votre propre chemin, eh bien ça me ravit à chaque fois. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter, vous faites de Chef un succès et je vous en suis tellement, mais tellement reconnaissant. Abonnez-vous, car on a beaucoup de choses à vous proposer. Chaque semaine, on essaie de relier toujours plus, et plus souvent encore, notre quotidien, votre quotidien, avec celui de celles et ceux dont les histoires nous passionnent. Alors à très vite justement, pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, un nouveau chef. Salut!